Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Allez, nous allons débattre, comme tous les jours, vous savez, ce n'est pas compliqué, entre 11h et midi, nous débattons d'un sujet d'actualité, évidemment, et aujourd'hui, nous allons débattre, non seulement de la réforme des retraites, mais maintenant de la suite. De ce qui peut se passer, de ce qui pourrait se passer. Et nous allons, en toile de fond, évidemment, évoquer l'allocution solennelle du président de la République ce soir à 20h, Emmanuel Macron, sur TF1 et France 2. Faut-il maintenant passer à autre chose ou pas? Eh bien, nous avons avec nous Shannon Seban, qui est présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis, Cyril Chabagnier, qui est le président de la CFTC, et Olivier Roucan, qui est chercheur associé au Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques de Paris 2. À tous les trois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de participer à cette émission. Encore une fois, les auditeurs peuvent intervenir, 0826 300 300. Ce n'est pas compliqué, vous pouvez intervenir et vous participer à notre débat. Donc, allocution solennelle d'Emmanuel Macron ce soir. Qu'attendez-vous de cette allocution, Shannon Seban? J'attends de cette allocution que le président de la République puisse tout d'abord fixer un cap pour les 4 prochaines années, puisqu'on est effectivement au début de quinquennat, mais il reste encore 4 ans. 4 ans au service de nos concitoyens, et je crois que, en tant qu'élu local, moi j'entends aussi les revendications et les demandes qui sont celles de nos concitoyens, c'est-à-dire pouvoir agir pour le pouvoir d'achat, pour la santé, pour l'écologie, pour la sécurité et pour les écoles. Et je crois qu'on a ici une demande très forte et une demande urgente qui est à la fois pouvoir faire en sorte qu'on a un travail qui paye mieux et pouvoir répondre justement à cette question-là de l'inflation. Et donc je crois que c'est là-dessus, en tout cas, que le président de la République compte s'exprimer. Coût de la vie, inflation, reste à vivre. En quelque sorte. Mais est-ce que vous pensez que les Français attendent encore des promesses? Mais vous savez, moi je crois que le peuple français et que nos compatriotes ne se résigneront pas et qu'ils vont comprendre qu'on a ici un président de la République qui a su faire preuve de courage, et je l'entends. La vérité, elle est crue. Elle est difficile, mais je crois qu'elle s'impose. Cette vérité-là, elle s'impose, et on a un président de la République qui est courageux. Vous savez, moi je crois que quand on est à la tête d'un pays comme la France, on peut tout à fait faire le choix de maintenir une courbe des sondages en hausse et de prendre des décisions qui ne sont que populaires. Mais un président de la République, il n'est pas là pour être populaire. Il est là pour faire en sorte de dire la vérité aux Français quand vous avez face à cela des oppositions qui ne cherchent qu'à bercer les Françaises et les Français d'illusions. Alors Cyril Chabagnier, la loi sur la réforme des retraites a été promulguée après décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que maintenant la France doit passer à autre chose? Est-ce qu'Emmanuel Macron doit passer à autre chose? Non, en tout cas, nous ne passerons pas à autre chose, et on espère que le président ne va pas appliquer cette loi. Moi, j'entends très bien le discours de vérité, j'ai pas de souci avec ça, mais sur les retraites, il n'y a pas eu un discours de vérité de la part du gouvernement. Il y a plein d'informations qui étaient des informations qui étaient erronées, on va le dire comme ça. Donc ça fait 3 mois qu'on demande à nos concitoyens et aux salariés d'être dans la rue, qu'on se bat contre cette réforme. Je rappelle que le Conseil n'a validé que le principe de l'égalité. Ça ne remet pas en cause le fond, évidemment, de cette loi. Et cette loi est profondément injuste. Elle est encore plus injuste, d'ailleurs, parce que la partie sucrée, comme on dit, de la loi a été retoquée par le Conseil. Donc, pour nous, cette bataille, elle continue. On n'a pas rendu les armes sur cette réforme des retraites. On veut continuer à mettre la pression. Le président et le gouvernement compte sur le fait qu'il y ait une résignation une fois que le Conseil ait rendu son avis. Ça ne va pas être le cas. Il y a encore des actions qui se font durant les 15 jours et un grand rassemblement le 1er mai. Vous appelez à la CFTC à des actions avant le 1er mai ? Parce que la CGT veut organiser plusieurs actions, des grèves, des mobilisations le 20 et le 27, je crois. Vous aussi, à la CFTC, ou vous attendez le 1er mai ? En fait, on attend surtout le 1er mai, mais l'intersyndicale a dit que tout type d'action qui serait effectuée et décidée en assemblée générale dans les entreprises ou dans les branches aurait le soutien de l'intersyndicale à partir du moment où on restait dans le respect des biens et des personnes, donc pas de violence, pas de casse. Bon, pas de violence, pas de casse, je vous dis ça parce que le patron de la CFDT a dit, Laurent Berger a dit, après le 1er mai, il va falloir à un moment donné ou un autre revenir à la table des négociations. Vous êtes prêts aussi à la CFTC, vous êtes prêts à revenir à la table des négociations ?
Non mais je sais pas, sur la pénibilité au travail, sur le travail en lui-même, sur le coût de la vie, sur toutes les grandes questions, le partage des richesses, toutes les grandes questions qui sont posées. Hein. Oui, tout Parce à qu'en fait. toile de fond de la contestation contre la réforme des retraites, Il n'y a pas que la réforme. il y a le coût de la vie. Hein. Évidemment. Il y a le coût de la vie, l'augmentation des salaires, qui est une demande très forte, et vous le savez. Bien sûr. De toute façon, il reste 4 années au président dans son mandat. Donc dire qu'on ne va pas revenir à la table des négociations, ça serait évidemment inconscient, parce qu'il y a des tas de choses à négocier. Et vous avez fait la liste d'ailleurs de sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord et sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas parce qu'on va discuter d'autres sujets que le sujet des retraites est terminé. Et il n'est pas terminé pour nous. Et puis, vous parliez de mon collègue Laurent Berger. Il a parlé d'un moment un peu de décence. Oui. Et je crois que c'est un certain temps. Ben oui. Entre le 1er mai et je crois que c'est clair parce que. Et entrer à Matignon ou à l'Élysée pour négocier. On voit dans la promulgation de la loi. Alors on a un président, certes, qui est habitué à promulguer les lois assez rapidement. Il y a eu 30 lois qui ont été promulguées dans les 48 heures, mais le faire durant la nuit, 9 heures après, simplement 9 heures après la décision du Conseil, ça fait un peu provocation. On ne sait pas quand ça a été promulgué, hein, parce que encore ça une c'est fois, là-dessus, si je peux juste me permettre, les textes paraissent toujours au journal officiel la nuit. Oui, la nuit, oui, ça c'est une tradition. C'est une tradition, malheureusement. Donc, elle a été promulguée tout de suite après la décision du Conseil constitutionnel. C'est normal, on n'allait pas attendre non plus 3 mois pour le faire. La symbolique est importante et il y avait une allocution, il y a une allocution ce soir du président de la République, rien n'empêchait d'attendre ce soir pour nous expliquer pourquoi il promulguait la loi. Donc oui, on va parler des autres sujets, évidemment l'école, la santé, le partage de la richesse et le pouvoir d'achat, évidemment, sont des sujets qui sont capitaux, mais pour nous, ce qu'on ne veut pas entendre ce soir, c'est les retraites, c'est terminé. Voilà, les retraites, c'est terminé. Il y a d'autres sujets à parler qui sont importants. Oui, il y a d'autres sujets. Oui, on veut entendre le cap d'un président, évidemment. C'est ce qu'on attend ce soir aussi, qui fixe un cap, parce qu'on a du mal parfois un petit peu à le voir. Donc, évidemment qu'on attend ça. Mais avant tout, on aimerait qu'il revienne sur ce sujet des retraites, parce que tout a été mal fait sur ce sujet des retraites et il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont fausses, c'est ça le problème. Olivier Roucan, qu'attendez-vous du président de la République ce soir ? Que pensez-vous ? Est-ce qu'il faut passer à autre chose maintenant ? Est-ce qu'il faut se dire, bon, la réforme des retraites, la loi est promulguée, bon, est-ce qu'on doit passer à autre chose ? Il y a des urgences aussi qui s'imposent maintenant, d'autres urgences. Je pense qu'il faut que le président retrouve un moyen de retrouver un lien. Un lien avec les Français. Avec les Français, c'est-à-dire... C'est évident. Oui, c'est évident, mais ça veut dire qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas passer évident, tout de suite à autre chose. Dans l'ambition. Oui, c'est évident dans l'ambition, mais c'est très dur en fait. Dans le concret, ce sera très dur. Ça va être très dur. Donc, il faut prendre ceci au sérieux. Comment faire pour renouer un lien, parce que il est très abîmé, pour ne pas dire détruit sur le plan de l'image. Hein. L'image, c'est important, mais il n'y a pas que l'image. Oui, mais si vous voulez faire passer un message, il faut la confiance. Une confiance. Oui, non, mais le président aujourd'hui, pour ce qui est de rassembler les Français, pour ce qui est d'être en phase avec les préoccupations, on parlait des priorités, il est à 25% au mieux. Sur ces questions. Donc ça veut dire que il est vecteur d'un message, mais les conditions pour que ce message soit entendu sont aujourd'hui faibles. Donc je dirais, il va falloir ce soir travailler cette image et ça veut dire changer de style. Hein. Mais c'est-à-dire que le président... Vous croyez qu'il en est capable ? Est-ce que vous croyez qu'il en a la volonté et qu'il en est capable ? C'est une obligation. Est-ce qu'il est capable de remettre en question certains de ses dogmes ou certaines de ses croyances ? C'est une obligation il a une croyance pour lui quand même très libérale. De changer de style. Donc il va bien falloir qu'il ouvre des questions. Et ça veut dire aussi, notamment, peut-être, donner des gages au-delà des priorités sur la méthode. Alors vous allez me dire, à chaque fois on nous parle de méthode et puis à chaque fois on revient au... Mais là justement il va vraiment falloir essayer de dire ce qu'il compte faire avec les partenaires sociaux, mais au-delà il faut donner des gages, notamment pour ce qui est des liens avec la société civile, parce qu'aujourd'hui le lien avec les associations est abîmé aussi suite à quelques déclarations sur quelques associations ici ou là, et au-delà, bon, le grand débat, la Convention citoyenne, tout le monde se rappelle un peu, mais les suites ont déçu. Donc,
la morale. Hein. Emmanuel Macron, lorsqu'il est élu en 2017, régénérer la vie politique. C'était moraliser la vie politique, et les premières lois sont là-dessus. Il y a la morale publique, et puis il y a la question justement d'un pouvoir qui, à l'époque, se voulait plus ouvert. Alors, soit il retrouve cette inspiration qui explique en grande partie son élection et l'attractivité de 2017, soit ça va son être très deuxième difficile. quinquennat est mort. Disons clairement les choses. Hein. Et les priorités de politique publique, et il y a quand même des urgences majeures, ne passeront pas. Oui, bien sûr. L'écologie quand même, hein, l'écologie. On entend les incendies, les problèmes de l'eau, les problèmes de l'agriculture. Pourquoi est-ce que ce n'est pas au centre, au début de ce second quinquennat, alors que ça va être déterminant? L'énergie. Le plan eau, ça a été quand même une annonce très forte qui a été reconnue et saluée par des grands professeurs et des grands spécialistes. Donc on ne peut pas non plus les grandes bassines, oublier... Bon, oui, mais il y a l'écologie, mais pardon, je remets le coût de la vie sur le terrain, parce que c'est la première préoccupation. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Les Français font leurs courses tous les jours, voient les prix qui augmentent et attendent des réponses. Et attendent des augmentations de salaire. Et voient un partage des richesses qui n'est pas fait et suffisant en France. C'est l'enjeu du travail versus la pauvreté. C'est-à-dire, aujourd'hui, le travail ne nourrit plus suffisamment. Et ça rejoint la question des retraites. Hein. C'est-à-dire le travail, la pauvreté, les retraites. Et c'est un continuum. Donc si on segmente trop, on fait plus de la stratégie. Et il n'y a pas de cap. Parce que vous disiez retrouver un cap, en fait, c'est retrouver le sens de la stratégie. Mais ce qui est plus important derrière tout cela, c'est qu'il faut rappeler ici que le président de la République ne prétend pas avoir la science infuse. Et qu'il a une seule priorité, c'est de s'appuyer sur les organisations syndicales. On l'a vu avec la réforme des retraites. Bien évidemment, mais en s'appuyant sur les organisations syndicales et patronales pour justement penser cette réforme-là de notre modèle social. Et ici, il n'est pas seulement question du report de l'âge légal de 62 à 64 ans. La question qui sous-tend tout cela et l'acceptabilité de cette réforme s'appuie aussi sur la question du travail. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte que le travail ne soit plus considéré comme quelque chose de pénible? Donc effectivement, il y a la reconnaissance du travail. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nos compatriotes peuvent travailler davantage, peuvent mieux travailler? La question du salaire. Nous venons, au 1er mai en tout cas, de revaloriser le SMIC de 2 points, de 2%. Ensuite, sur la question, bien évidemment, on l'indexe sur l'inflation. Ensuite, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on puisse mieux aménager son temps de travail, notamment en fin de carrière. Vous savez, ce samedi, on a eu notre tout premier Conseil national de renaissance. Oui. Un exercice de démocratie participative au cours duquel, justement, nous avons porté certaines contributions. Nous avons parlé de la solidarité à la source. La solidarité à la source faisait partie, justement, du programme de campagne d'Emmanuel Macron. C'est quoi? C'est permettre aujourd'hui à près de 20 millions de Français de toucher directement les aides auxquelles ils ont droit. Et ça permettrait, en effet, de mieux rémunérer le travail. Et qu'il n'y ait pas trop dans la aujourd'hui, on a des moyens concrets de faire en sorte qu'on puisse, justement... La solidarité à la source, c'est comme l'impôt à la source, quoi. C'est le prélèvement à la source. C'est le même prélèvement à la source, Non, mais disons qu'il y a quand même un peu la même chose. Il y a quand même un gros avantage avec la solidarité à la source, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une série de personnes qui ont droit à quelque chose et qui ne l'ont pas. Et donc, vous êtes favorable à cela, la solidarité à la source? Oui, c'est une bonne chose parce qu'il y a des trous dans la raquette aujourd'hui et on sait que dans la plupart des aides qui sont attribuées, il y a entre 15 et 20% de personnes qui pourraient en bénéficier et qui n'en bénéficient pas. Ce qui pourrait, alors c'est pas la seule solution miracle, il y a des choses mais en tout cas, ça pourrait améliorer cela. Mais moi, je suis frappé d'entendre un discours qu'à la limite on pourrait partager. Mais les organisations syndicales, depuis le départ, ont dit faisons les choses dans l'ordre. Faisons une grande conférence sur le travail où on parle organisation du travail, où on parle enfin réellement de la pénibilité. Parce qu'on a vu des études où il y a parfois jusqu'à 16 ans d'écart d'espérance de vie en bonne santé selon les secteurs d'activité. Et donc 2 personnes qui ont 16 ans d'espérance de vie en bonne santé ne peuvent pas partir au même âge à la retraite. Donc on voulait faire une grande conférence sur le travail. On parlait organisation du travail, carrière longue, pénibilité, usure, reconversion. Une fois qu'on avait travaillé sur ça, on faisait la deuxième étape, qui était prévue d'ailleurs juste avant la crise Covid, que malheureusement le Covid a arrêté. On faisait une grande conférence sur le financement, parce qu'on ne nie pas qu'il va y avoir des difficultés financières. Donc on faisait tout ça, et de là, on faisait cette réforme des retraites. Donc je suis toujours curieux d'entendre aujourd'hui qu'il faut faire une grande conférence sur le travail, alors que ça fait 1 an qu'on la demande, que c'était un préalable à la réforme, et on vient nous expliquer maintenant qu'on fait les choses à l'envers. Bien. Bon, mais attendez. Mais il fallait le faire autrement. Il fallait alors il est 11h19, vous pourrez répondre. Il est 11h19, mais
j'ai une obligation, c'est la pub. Donc on se retrouve à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Et maintenant, Shannon Seban, présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis, Cyril Chabagnier, le président de la CFTC, et Olivier Roucan, chercheur associé au Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques de Paris 1, sont nos invités pour réfléchir. Et maintenant, alors, on est un peu dans une impasse. Alors, on va attendre le président de la République ce soir. Comment peut-il sortir de cette impasse ? On est un peu dans une impasse. La réforme des retraites. Bon, la loi est promulguée, mais les syndicats ne désarment pas. Des partis politiques ne désarment pas. Beaucoup de Français ne désarment pas et veulent toujours descendre dans la rue et ne veulent pas de cette réforme des retraites. Parallèlement, beaucoup s'accordent pour dire qu'il faut engager d'autres réformes, des réformes importantes sur le coût de la vie, sur le partage des richesses. Alors comment faire ? Cyril Chabagnier, comment faire pour sortir de cela ? La meilleure solution, ça serait que cette loi ne soit pas appliquée et qu'on revienne tous autour de la table. Vous croyez qu'il ne l'a... Mais c'est plus... Emmanuel Macron ne reviendra pas en arrière. Je pense Ce serait mentir que de laisser penser qu'il reviendra en arrière, non ? Je pense que le gouvernement a fait le pari que il fallait tenir jusqu'à la décision du Conseil et qu'ensuite tout allait s'essouffler et qu'on pourrait passer à autre chose. Je pense très franchement que si la mobilisation, comme vous êtes très bien de le présenter, continue, perdure et qu'il n'y a pas cet essoufflement, je ne suis pas certain que le président pourra continuer à être aussi droit dans ses bottes, pour reprendre l'expression de 95, et que cette loi sera appliquée. Mais après, vous n'êtes pas sûr que la loi sera appliquée ? Non, si la mobilisation perdure, le gouvernement qui était persuadé, qui ont fait le pari que tout allait s'arrêter au lendemain de la décision du Conseil, s'ils voient que ça ne s'arrête pas, ça va leur poser un véritable problème. La France va devenir ingouvernable. Et donc je crois que la bataille, sincèrement, n'est pas encore perdue, même si elle est très compliquée et mal engagée. La bataille de la contestation, de la réforme n'est pas perdue. N'est pas perdue, même si elle est compliquée, mal engagée. Je dois bien reprendre ces termes-là, mais elle n'est pas perdue. Et après, sur la suite, pour la question que vous posiez, ça va être de recréer de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Et comment on recrée de la confiance ? C'est en traitant des sujets qui sont importants que vous avez cités. Ça voudra dire aussi que sur ces textes-là, il faudra pas que le texte final soit le texte initial, parce qu'on a aussi souvent vu ça. Il faudra qu'il y ait de véritables avancées pour nos salariés et pour nos concitoyens. Et ça va être ça le grand enjeu. Ça va être de ne pas faire des négociations qui sont formelles et qui sont de la pure communication, mais des négociations où on aboutit à des vrais plus pour nos salariés et nos concitoyens. Chabagnier, la loi est promulguée. Elle peut ne pas être appliquée, on l'a vu avec le CPE. Oui, elle peut ne pas être appliquée. Elle peut ne pas être appliquée, je me tourne vers vous, Shannon Seban. Non mais il faut aussi comprendre. Répondez à ma question. Mais non, enfin très sincèrement, si le président n'applique pas cette loi, c'est qu'il y a un manque de cohérence. Si justement on a tenu bon jusqu'à présent, c'est parce qu'on pense véritablement que cette réforme est nécessaire. Vous pensez que la loi sera appliquée ? Mais en tout cas, je l'appelle de mes vœux. J'espère qu'elle sera appliquée. Je crois que le président de la République, justement, tiendra le cap et tiendra bon. Parce qu'encore une fois, il est nécessaire. Et il faut comprendre ici que c'est pas le président de la République contre les Français. On se trompe souvent. C'est le président de la République régime présidentiel. Avec et pour les Français. Et c'est là où est la différence. Quand j'entends ici certains responsables politiques de la coalition de la NUP ce matin sur différentes antennes vous dire qu'ils appellent de leur vœu à une 6e République, qu'ils remettent ici en question la légitimité qui est celle du Conseil constitutionnel, mais très sincèrement, on marche sur la tête. Il faut ici comprendre qu'on a un président de la République qui n'a qu'une seule volonté, c'est de faire en sorte qu'on a un pays qui se porte bien. On a un taux de chômage qui est au plus bas depuis 40 ans. On a une inflation qui, en France, est contenue et qui est une des plus basses en Europe. Mais face à cela, et c'est tout à fait légitime, et je vous entends, monsieur Chabagnier, on a des Françaises et des Français qui veulent pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Et cette réforme des retraites, on l'oublie souvent, mais elle intervient aussi dans un monde post-Covid. On peut comprendre qu'effectivement, mais on est beaucoup d'accord pour une réforme des retraites. On n'est pas d'accord pour cette réforme des retraites. Mais alors dans ce cas-là, monsieur Chabagnier, une réforme des retraites est nécessaire dans notre pays. Autour d'une table. Avec ça. Mais alors dans ce cas-là, moi je vous invite ici à ce qu'on puisse se mettre autour d'une table et qu'on puisse ici parler des sujets de fond que sont justement le mieux travailler. Le compte épargne-temps universel, qui était une des promesses de campagne du président de la République, c'est une très bonne mesure. Ça permet ici à tout citoyen français, à tout citoyen français justement d'aménager son temps de travail tout au long de sa carrière. Oui, mais est-ce que vous ne vous êtes pas crispé sur les 64 ans systématiquement? Mais vous savez, la seule réponse apportée, 64 ans, je vais vous donner 64
comprends. ici une réponse qui est très claire. Quand on a les mains liées par une dette, on n'est pas libre. Et ce que nous voulons, c'est que nous puissions être libres pour pouvoir avancer sur de grands chantiers et sur d'autres Pourquoi ne réformes. pas avoir organisé une grande conférence sur le financement Parce des qu'il y a retraites? des décisions qui doivent être prises et qui n'attendent pas. Votre réforme rapporte 10-12 milliards. Enfin, entre Face 10 à un et 15. déficit qui se creusera de 150 milliards d'euros dans les 10 prochaines sur ça, je n'ai années. jamais contesté. Mais votre réforme rapporte entre 10 et 12 milliards. Mais ce 15 n'est pas parfois. négligeable, monsieur Chabagnier. Mais attendez, je dis pas le contraire. Je dis simplement, si on aurait été capable d'aller chercher les 10-15 milliards, autrement qu'avec le report de l'âge légal. Et le sujet était le même. Le seul sujet important, c'est d'aller chercher ces 15 milliards. Si on arrive à les chercher avec d'autres mesures. Et peut-être qu'au bout du bout, d'ailleurs, il y aurait eu d'autres mesures et puis peut-être quelque chose à faire sur l'accélération de la loi Touraine. Mais on pouvait au moins étudier les autres solutions. Milliards. Mais monsieur Chabagnier, ça nous coûte 30 milliards par an. Mais je sais, c'est pas négligeable. Donc j'entends la réforme des 15 milliards. Mais j'entends, mais ça nous coûte 30 milliards. Oui, mais ça nous rapporte peut-être 10 milliards, mais ça nous coûte 30 milliards. Donc c'est comptable. Il y a ici un argument comptable et financier. Que dites-vous au milieu de ce débat? Je dis que se réunir autour d'une table, bon, il faut souhaiter pour les Français que ça se fasse dans les mois qui viennent. Alors, tenez, je vais vous redonner la parole. Je me tourne vers Cyril Chabagnier. Est-ce qu'aujourd'hui, si le président de la République ce soir annonce, nous allons organiser une grande conférence avec tous les partenaires sociaux pour parler du travail, de la pénibilité, de finances, du financement, du coût de la vie, est-ce que vous allez vous asseoir à la table? C'est ce qu'on demande depuis un an, donc évidemment. Oui, vous allez vous asseoir à la table, vous êtes prêts. Vous n'allez pas voir le président de la République demain. Mais demain, on va pas le voir parce que aller le voir demain, c'est tourner la page sur les retraites et on ne veut pas tourner la page sur les retraites. Et c'est la convocation qui a été donnée, c'est-à-dire on a des sujets devant nous. Le président veut faire des annonces avant la fin du mois de mai, si j'ai bien compris ses conseillers. Et donc, il voulait nous voir sur l'éducation, la santé, enfin tous les sujets que vous avez parlé. Mais en nous disant, parce que maintenant, il faut passer à autre chose. Les retraites, c'est terminé. C'est ce qui va le préalable qui était les retraites, c'est terminé. Et on parle d'autre chose. Cette phrase-là, quand vous avez mis 3 mois les personnes dans la rue. C'est un peu les trahir que de faire ça, donc c'est pas possible. Si je peux juste me permettre ici une petite incise, c'est qu'on voit bien à quel point ici la réforme des retraites a été par ailleurs, et je veux ici le dénoncer à votre antenne, monsieur Bourdin, a été instrumentalisée par une partie des oppositions qui en ont fait un petit peu un totem politique, alors même que face à cela, nous avons des syndicats. Et on le voit avec monsieur Chabagnier. C'est la politique. Mais je le déplore. Je veux pas défendre particulièrement l'opposition, mais c'est la politique. On le voit bien ici avec monsieur Chabagnier, on le voit bien avec monsieur Berger, on le voit bien avec certains syndicats de notre pays qui veulent travailler et qui ont des combats qui sont parfois légitimes. Et je veux ici dénoncer de façon très ferme les oppositions qui ont la défaite amère, qui n'acceptent pas le résultat qui est celui des urnes et qui veulent instrumentaliser nos syndicats à des fins politiques, alors même que nous avons ici des syndicats qui veulent travailler. En tout cas, on ne l'est pas puisque nous avons tenu bon depuis le 19 janvier pour que la contestation soit sociale, indépendance. On a accepté aucun représentant politique dans les cortèges de tête, donc je crois que sur ça on a été et ça a été reconnu par les Français. Je vais vous donner la parole juste après la pub, mais c'est vous qui allez reprendre la parole. Olivier Roucan, à tout de suite, 11h31. Jean-Jacques Bourdin. Bien, la situation, Olivier Roucan. Alors, que dites-vous? Vous entendez nos deux autres intervenants, Shannon Seban et Cyril Chabagnier, qui ne sont pas d'accord, mais qui en même temps sont prêts à trouver des solutions. Oui, mais nous évoquions donc un changement de méthode, je pense que c'est ça, c'est valoriser la négociation et revaloriser le compromis. Ce qui, de toute façon, dans notre culture française, le compromis, va demander du temps. Sauf que c'est vraiment nécessaire. Et c'est d'autant plus nécessaire, et là c'est le deuxième point, que on sait qu'il y a une majorité relative, nous nous en sommes bien rendus compte. Aujourd'hui, c'est la démocratie quand même qui est en crise, que ça plaise ou non, il faut le dire. Les enquêtes d'opinion, la montée sans arrêt de l'abstention, les conditions de campagne électorale même, font que il faut retrouver de la légitimité pour que nos institutions suscitent le consentement. On en est là. Et ça veut dire notamment être capable d'avoir un Parlement qui fonctionne et à qui on laisse des libertés.
pour amender les textes et pour également faire des propositions qui soient reprises, discutées. Bien Je veux sûr. dire que c'est pas simplement la négociation avec Et les que le associations, Parlement les ne syndicats. donne pas le spectacle Oui, mais tout est lié, si vous épouvantable, voulez. lamentable qu'il a donné. Tout est lié, c'est-à-dire qu'un Parlement Lors des qui débats. se sent bridé, étouffé, Oui. Voilà. forcément donne lieu à ce genre de spectacle. Alors, quelles vont être les propositions pour retrouver la part parlementaire de notre démocratie? Je pense que il faut attendre l'exécutif là-dessus aujourd'hui, surtout après la décision du Conseil constitutionnel. Bien, alors Emmanuel Macron, je voudrais faire une toute petite parenthèse Sud Radio. Emmanuel Macron s'exprime ce soir. Demain, je serai à Quissac. Quissac, c'est dans le Gard, c'est une petite commune du Gard, où nous évoquerons évidemment toutes les problématiques inhérentes aux communes dans les régions, les départements français. Je parle de la désertification médicale, je parle de services publics, enfin, etc., etc. Mais aussi, les Français, nous serons en direct pendant 2 heures avec le Midi Libre, et les Français pourront prendre la parole et répondront à Emmanuel Macron. Ce sera passionnant. Demain, Quissac, venez, 18h, 20h. L'émission sera enregistrée et nous la diffuserons mercredi matin entre 10h30 et midi et demi. Les Français répondent à Emmanuel Macron. C'est un peu notre grand débat Sud Radio, en quelque sorte. Hein. Diffusion entre 10h30 et midi et demi mercredi. Bien. Mais je reprends. Imaginons, je sais bien qu'on ne fait pas d'informations avec des si, mais quand même, revenons sur ce qui s'est passé. Si, à l'Assemblée nationale, les députés avaient pu voter, imaginons, ils votent contre la réforme des retraites. Ensuite, Emmanuel Macron prend la parole, allocution solennelle, il dit, bon, maintenant, vous avez voté contre, mais il y a un problème de financement. Nous nous mettons tous autour de la table et nous discutons du financement, des mesures à prendre. Je suis persuadé que Cyril Chabagnier serait allé participer à cette grande conférence. Très bonne proposition. Nous, d'ailleurs, on avait demandé à ce qu'il y ait le vote, parce que ça nous paraissait important sur un sujet aussi capital que l'Assemblée nationale se prononce, et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'illégalité quand il y a eu l'utilisation du 49.3, mais un problème démocratique quand même, parce que c'est rare d'avoir une loi qui a utilisé 4 articles de la Constitution. Un à l'Assemblée, 2 au Sénat, et finit par un 49.3. C'est pour ça qu'on parle de problème de légitimité, non pas de problème de légalité. Il y aurait eu le vote, espérons, et d'ailleurs on a bien vu, parce que sinon il n'y aurait pas l'utilisation du 49.3, c'était rejeté. Qu'après, ensuite, on vienne nous dire, on se met autour de la table, on parle financement, on parle même de justice, parce que je vous rappelle que le président, en 2017, voulait faire une réforme des retraites, et dans son programme, la première des raisons, il y a le financement qui est très important, et l'autre raison était la justice sociale. Parce que moi, en tant que président de la CFTC, je vous dis qu'une réforme des retraites, j'en souhaite une. Parce que le système actuel des retraites, il est tout sauf juste. Déjà, quand vous avez 42 régimes, mathématiquement, ça ne peut pas être juste. Avec un autre problème, c'est que les pensions baissent en plus. Donc, faire une réforme des retraites, oui. Il n'y a pas de sujet sur ça. On est partant pour une réforme plus juste et discuter de la partie financement. Parce qu'il est vrai, même si on peut discuter des chiffres, des prévisions du corps, mais le débat est terminé sur ça. Et moi, que ce soit 10 ou 15 milliards, à la limite, c'est pas le sujet, il faut en discuter. Dire qu'il va falloir qu'on pérennise notre système par répartition et qu'on a 15 milliards à trouver, mais évidemment que c'est un sujet qui est passionnant. Et d'ailleurs, on avait proposé toute une série, parce qu'il n'y a pas une solution qui est la solution miracle et qui règle tout. L'idée était d'aller chercher quelques milliards dans 5-6 endroits différents, sur l'emploi des seniors, sur les aides aux entreprises. Enfin, on dit qu'on a un problème de financement. Sur les 2 derniers mois, il n'y avait pas une journée où il n'y avait pas une annonce d'exonération de cotisation. Au bout d'un moment, quand on exonère tout le monde de cotisation, on a un problème de recettes. Donc il y avait tous ces sujets à mettre sur la table. On pouvait avoir des désaccords, mais nom de Dieu, en discuter, Bien sûr. Vous avez vous-même reconnu, Monsieur Chabagnier, qu'il y a eu justement des négociations, qu'il y a eu des concertations qui ont été menées, et qu'on a eu par ailleurs près de 175 heures de débat au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui ont permis de réviser la copie initiale de ce texte, qui encore une fois, je veux le rappeler, était au départ avec un âge légal à 65 ans. Nous sommes passés à 64 ans. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que
Je m'en excuse ici, mais non, cette réforme des retraites n'est pas injuste. Quand vous avez 4 Français sur 10 qui partira à la retraite avant 64 ans avec notre dispositif carrière longue, quand justement nous avons mis en place un fonds d'1 milliard d'euros pour justement mieux prévenir la pénibilité au travail, je suis confuse. Mais ici, on a des mesures justement qui permettront. Ça a été annulé par le Conseil. Mais ça sera justement rediscuté lors des négociations, et justement ce qu'on vous propose, c'est de se remettre autour de la table pour rediscuter de tout cela. Parce que faire croire que ce qui intéresse véritablement nos concitoyens, c'est l'âge légal, ce n'est pas vrai. Ce qu'ils veulent, c'est travailler dans de meilleures conditions. Parce que les Français se posent la question. On voit les Français dans la rue, on voit les mouvements de grève, qui sont plus ou moins suivi, mais c'est normal, question de coût de la vie. Ça finira comment? Ce soir, il y a le président de la République qui joue gros quand même ce soir. Il joue gros. Généralement, quand il parle, ça remobilise plus. Donc, il joue gros, oui. Ça remobilise plus. Il avait trouvé plus ou moins des portes de sortie avec le grand débat après les Gilets jaunes et avec, après la crise du Covid, le quoi qu'il en coûte, il avait trouvé des portes de sortie, mais là, il y a le problème de la crédibilité, encore une fois, parce que justement le grand débat, la convention citoyenne, et quoi après? Donc les gens, quoi après? C'est-à-dire le grand débat. Pour qu'ils viennent avec nous, à qui ça? Pour qu'ils viennent avec nous, les doléances, tout le monde le sait, sur le grand débat, sont aux archives départementales. Donc les cahiers de doléances, qui auraient d'ailleurs pu être relus pour éviter certaines erreurs sur la réforme des retraites, sont dans les archives départementales. Très bien. La Convention citoyenne, il y a eu un effet déceptif du fait de beaucoup de mesures qui n'ont pas été reprises, même en le faisant dans la durée, pas tout de suite. Donc, la crédibilité de ce qui va être proposé ce soir est posée, et il va falloir des engagements forts, à mon avis, pour que l'opinion se dise, allez, on y croit un peu à cet avenir promis. Il faut des engagements forts et peut-être le terme pourra faire sourire, mais retrouver une sincérité. Encore une fois, je faisais référence à la campagne présidentielle de 2017. La sincérité de ce moment, il faut la retrouver. Mais les Français aujourd'hui ont l'impression d'avoir été trompés. Voilà. Et vous savez, oui. Ben oui, Shannon Seban. Vous n'avez pas l'impression que les Français ont été trompés? Alors, tout sauf être trompés. S'ils ont été trompés, c'est notamment par la coalition de la NUP qui veut faire croire qu'on peut revenir à un âge légal de retraite à 60 ans. Oui, mais si nos concitoyens avaient été trompés, on leur aurait promis une retraite à 50 ans. Allons-y. Justement, ils n'ont pas été trompés parce qu'on a préféré tenir un discours de vérité qui, encore une fois, je le reconnais bien volontiers, est cru, mais qui est de dire que nous devons collectivement, individuellement, accepter effectivement de travailler plus longtemps. Maintenant, ici, je veux vous poser et vous soumettre une question. Travailler plus longtemps, vous pouviez augmenter la durée de cotisation. Mais est-ce qu'on ne serait pas finalement tous gagnants à l'issue de cette séquence-là, si nous avons réussi à décaler l'âge légal de 62 à 64 ans, mais que nous avons réussi avec les partenaires sociaux justement à se mettre d'accord sur l'amélioration des conditions de travail et sur un travail qui paye mieux? Parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens, ce qu'ils veulent, faire croire qu'ils sont fainéants, c'est complètement faux et utopique. Aujourd'hui, les Français veulent travailler. Ce qu'ils veulent, c'est travailler dans de meilleures conditions. Vous avez vu, tiens, je vais vous soumettre. Vous avez vu ces chiffres? 64% de la population en âge de travailler travaille en France, 79% en Suisse, 75% au Royaume-Uni et en Allemagne. Nous travaillons 15% d'heures en moins par an par rapport à la moyenne de l'OCDE. C'est l'OCDE qui a sorti ces chiffres. Mais nous savons déjà que nous avons deux gros problèmes en France. C'est l'activité des jeunes et l'activité des seniors. Oui. C'est les deux chiffres sur lesquels on doit travailler, sur lesquels nous sommes pas bons. Et d'ailleurs, je vous rappelle que ça, c'est un sujet crucial sur lequel nous devons travailler ensemble, parce que si simplement nous étions dans les mêmes taux d'emploi de seniors que la plupart des pays européens, c'est-à-dire nous, on a à peu près une personne sur deux qui ne travaille, qui arrive à la retraite, qui n'est plus en travail, alors que c'est souvent entre 35 et 38% dans la plupart des pays européens. Si simplement on était au même chiffre, on n'aurait pas de problème de financement. On a 11 milliards qui rentrent dans les caisses. Évidemment. Vous voyez, je veux dire, donc, évidemment. Et c'est ces sujets-là qui sont capitaux. On les a pas beaucoup traités. En tout cas, pas jusqu'au bout. La Première ministre l'a reconnu qu'il fallait retravailler sur ça. Et en plus, le peu qu'on a fait, ça a été parce que vous avez choisi de passer par la loi de financement, ça a été viré par le Conseil. Il y a un problème de baisse de productivité. Il y a une baisse de productivité. Supérieure à pas mal de pays européens. Oui, mais elle est en baisse. Dans la mesure, voilà, elle est en baisse. Et donc, ce qui se pose quand même, c'est dans le cadre du travail, les conditions
du travail et notamment les méthodes managériales. On ne parle jamais de ça, alors que le constat est fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de souffrance au travail. Oui. Et ça, à mon avis, c'est le sujet. Et on Parce l'a que vu avec si vous avez des seniors... Oui, mais les conditions de travail, la souffrance au travail et ce qu'il y a autour qui décourage et donc qui rend inenvisageable à beaucoup le fait de travailler jusqu'à 64 ans parce qu'il y a trop de souffrance avant. Oui, et puis il y a aussi les problèmes de formation. Mais c'est pour ça qu'il faut faire les choses. Il y a la mobilité dans le travail. Et puis voilà, exactement. Il faut faire les choses dans l'ordre. Le président, il avait dit, on est dans un pays où il n'y a pas d'emploi pour les seniors et on repousse l'âge de 2 ans. Si c'est pour faire 2 ans de plus au chômage, ça sert à rien. Les instituts de prévoyance sont très inquiets. Est-ce que ça va faire aussi 2 ans de plus pour la prévoyance pour tous ceux qui sont en maladie ou en invalidité? Donc d'abord, on règle l'emploi des seniors. C'est la première chose. Et deuxièmement, quand on veut faire travailler les Français plus longtemps, là, on peut être d'accord, il faut faire en sorte qu'ils puissent travailler plus longtemps. Donc on travaille sur les conditions de travail. Mais on commence par ça et après on décale l'âge. Et pas l'inverse. Bien, 11h46, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h49. Oui, je vous rappelle que demain, nous serons à Quissac avec Olivier Biscay qui dirige la rédaction de Midi Libre. Nous serons tous les deux à Quissac entre 18h et 20h. Venez nous voir à Quissac parce que vous allez pouvoir répondre à Emmanuel Macron. Nous allons vous donner la parole, vous allez prendre la parole, vous allez débattre entre vous, avec nous, et vous allez répondre à Emmanuel Macron qui s'exprime ce soir. Ça tombe très bien. L'émission sera enregistrée demain et nous la diffuserons mercredi entre 10h30 et 12h30. Notre grand débat Sud Radio. Bien, je reviens à cette allocution de ce soir, 20h. Bon, le président de la République joue gros. On voit que il y a un blocage dans le pays quand même. Chabani. Et là, en ce moment, il y a un vrai blocage. Oui, on ne voit pas ce qui peut débloquer la situation. Bon, il ne reviendra pas sur l'âge légal, la loi a été promulguée. Je ne le vois pas abroger la loi. Je ne vois pas abroger la loi. Si cette loi n'est pas abrogée, la colère elle va rester extrêmement forte. Et moi, je suis inquiet. Et rappelez-vous d'ailleurs que vous êtes inquiet ? Oui, nous avions écrit au président de la République à l'intersyndicale quand on voulait qu'il nous reçoive il y a un peu plus d'1 mois. Et nous lui avons écrit que si le gouvernement ne nous entendait pas, la colère n'allait pas s'arrêter même avec la promulgation de la loi. Et cette colère, elle va se transformer comment ? C'est en ça où je suis inquiet. On voit d'ailleurs des mouvements parfois avec des dégradations, de la violence. Oui. Évidemment que je condamne fortement, il n'y a aucun sujet par rapport à ça. Mais cette inquiétude, je crois qu'elle monte, que ce soit au niveau des députés, du gouvernement, des organisations syndicales, parce que ce qu'on a entendu, et ce qu'on entend de plus en plus dans les manifestations, c'est ce parallèle avec les Gilets jaunes. Et moi, ça m'inquiète, y compris de gens qui sont parfois modérés, parce qu'il n'y a pas que des casseurs, heureusement, dans notre pays. C'est de dire, mais enfin, on manifeste 3 mois, il y a 80% des salariés qui ne veulent pas cette réforme, on n'est pas entendu. Est-ce qu'il faut devenir violent? Est-ce qu'il faut casser pour être entendu? Au sein de la CFTC aussi, qui est un syndicat réformiste et raisonnable, au sein de la CFTC, vous entendez des propos extrêmes? Alors, dites-nous. Très franchement, pas des propos pour dire on va le faire, mais la question de dire est-ce que dans ce pays il faut casser pour être entendu? Oui, je l'entends, y compris dans mon organisation. Après, j'ai la chance d'avoir des personnes qui ne franchissent pas le pas et qui ne veulent pas aller vers ça. Mais ils se posent la question. Et rappelez-vous, quand il y a eu la grosse casse au moment des Gilets jaunes, il y a 13 milliards qui ont été mis sur la table. Sur les retraites, on parle de 10-13 milliards. Hein. Voilà. Oui, alors, un mot, Shannon Seban. Attendez, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui se profilent, j'entends déjà des syndicats, j'entends la petite musique, pas que des syndicats, la petite musique nous disant que il faudrait boycotter les Jeux Olympiques, cesser les travaux de préparation des Jeux. Vous entendez cela, Cyril Chabagnier? Oui, mais sur ça, je partage pas du tout. Non, pas du tout. Non, on ne bloque pas les chantiers des Jeux, on ne bloque pas. Non, mais c'est un événement qui est quand même un événement magnifique pour notre pays. On reçoit la Coupe du Monde de rugby à l'automne, les Jeux Olympiques l'année prochaine. On ferait mieux de se battre pour que certains sports soient accessibles à tout le monde, parce qu'il y a des prix qui sont juste dingues et ça fait une élite sur certains sports. C'est plutôt ça le sujet que de faire en sorte qu'il n'y ait pas les JO chez nous. Là, je vois pas l'intérêt. Donc je dis non. Non, pas de boycott. Et vous savez, la convergence des luttes,
c'est souvent la concurrence des souffrances. Donc il faut faire attention. Quand on veut s'occuper de tout et tout faire en même temps, parfois on s'occupe de rien. Donc Shannon Seban, vous êtes en Seine-Saint-Denis, concerné évidemment. Hein. Ah bah écoutez, nous on est concernés en premier lieu par effectivement les Jeux Olympiques. La Seine-Saint-Denis a été choisie comme terre de jeu pour les Jeux Olympiques. Donc c'est un enjeu qui est véritablement crucial pour nous. Et effectivement, j'appelle de mes voeux à ce qu'il n'y ait pas de blocage pour les Jeux Olympiques, qui est encore une fois un atout considérable pour notre département bien évidemment, mais aussi de façon plus large pour le pays, parce que tout cela va créer des emplois et on le voit d'ores et déjà. Et encore une fois, pour élargir un petit peu plus le débat, je ne crois pas très sincèrement que la solution se situe du côté du blocage social. Le blocage n'a jamais porté ses fruits et ne portera jamais ses fruits. La seule solution, ça reste le dialogue, se remettre autour d'une table, reprendre les sujets un à un. Et effectivement, il faut être deux, et j'en appelle ici effectivement solennellement, à la fois pour les partenaires sociaux et pour les oppositions de notre pays, pour les différents groupes de notre pays. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons avancer sur des sujets concrets dans l'intérêt des Français. Blocage ? Vous pensez qu'on va vers un blocage du pays ou pas ? Il y a des risques de... Olivier Roucan. Il y a des risques d'expression violente, de colère, de ressentiment maintenant, qui sont, je dirais, enquistés. On ne peut pas prévoir, on l'avait d'ailleurs vu avec les Gilets jaunes, la façon et les raisons pour lesquelles ça pourra être exprimé ici ou là. Mais ce risque existe et il a augmenté, parce que là, il y a un passif. Et à chaque fois, si vous voulez, vous rajoutez au ressentiment. Donc, il va falloir désamorcer. Mais ça doit être un véritable objectif. Et ça ne passe pas uniquement par le style. On parle du style, mais ça passe aussi par des mesures et puis des décisions. Peut-on estimer normal que depuis plus de 20 ans, parce qu'on va dépasser le cap de ces deux quinquennats, depuis plus de 20 ans, vous avez plus de 70% des Français qui estiment que les politiques ne se préoccupent pas de leurs problèmes. C'est vrai. Donc, il faut traiter ceci et s'y attaquer vraiment. Parce que là, nous arrivons à un risque démocratique très élevé. Et quand le politique ne pacifie plus la société, on a de plus en plus de risques d'expression violente. Et vous voyez, aujourd'hui, se pose la question des libertés, du maintien de l'ordre. Donc tout est lié et tout peut basculer dans une spirale dangereuse. Bien, merci Olivier Roucan, merci Shannon Seban, merci Cyril Chabagnier. C'était très intéressant et constructif. Et moi, j'aime bien que les débats soient constructifs et non pas dans la polémique permanente. Il est 11h56. Vous êtes sur Sud Radio. Nous allons parler de toute autre chose après les infos de midi. Nous allons parler des allergies. Alerte rouge à propos des allergies, notamment au pollen des bouleaux, mais pas seulement. À tout de suite, 11h56.